Tu vois, j'ai été invité quand j'avais 24 ans pour parler devant plein de dirigeants du S&P 500. Mon anglais, c'est une catastrophe. Et donc j'y vais. Je suis paniqué. Je regardais mon PowerPoint, je me disais, mais il est horrible. Quand je les voyais sur scène, des speakers américains connus parler devant des boîtes, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'avais vraiment envie de disparaître. Et je me suis dit, David, s'il y avait une chose que tu... Une petite étude qui a été faite sur des étudiants qui est trop géniale, c'est qu'ils ont pris 2 groupes d'étudiants. C'est un cours de photographie. Et ils ont dit, voilà, groupe 1, votre mission, c'est de prendre une photo. Pour avoir 10 sur 10, il y a 10 critères. Vous avez un critère 1 sur 10, 5 sur 10, 10 critères, 10 sur 10. Deuxième groupe, vous allez prendre 100 photos. Pour avoir 10 sur 10, c'est 100 photos. Vous prenez 10 photos, c'est 1 sur 10. Donc il y a le groupe qualité et le groupe quantité. L'objectif de l'étude, c'est d'identifier lequel des 2 groupes va créer la photo la plus pourrie, lequel des 2 groupes, en moyenne, va créer la plus belle photo. Mais ce qui est fascinant, c'est que lequel des 2 va créer aussi la plus belle photo, bah c'est aussi le groupe quantité. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se sont mis une pression de faire une seule photo parfaite, bah ils n'ont pas eu d'itération. Alors que ceux qui ont fait 10 photos peut-être pourries et qui se sont dit, tiens, dans ces 10 photos, il y a un truc qui est top à garder, il y a ça qui est top à garder. Et en fait, ce qui est prouvé dans d'autres études, c'est que des boucles courtes d'échecs avec des apprentissages rapides, l'échec seul, ça sert pas à grand-chose. Mais l'échec seul avec de l'apprentissage rapide, ça te crée une courbe de croissance qui est exponentielle. C'est la raison pour laquelle Jeff Bezos, qu'on l'aime ou pas, un des trucs qui est incroyable, c'est que c'est des bourras en termes de ce qu'on appelle des A/B tests. Donc par exemple, quand on va sur Amazon, on croit qu'il n'y a qu'un seul site. Mais je crois qu'il y a 100 000 versions du site web en parallèle qui sont dispatchées dans le monde. Et ils testent plein de choses. Et ils vont tester la couleur d'un bouton, la forme du bouton, le texte, l'agencement, les types de produits. Et il dit dans ces 100 000 tests, t'en as 99 990 qui en fait sous-performent, donc sont des échecs. Mais il suffit d'un truc qui est au-dessus des autres pour couvrir tout le coût des échecs. Exemple, le one-click button. Donc l'idée de pouvoir payer en un clic sans remettre sa carte bancaire. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais c'était une réinvention. Après, on peut débattre sur philosophiquement est-ce que c'est bien ou pas, mais économiquement, ça a apporté des milliards à Amazon, le fait de ne pas redemander la carte bancaire et l'adresse de facturation au client, ni l'adresse de livraison. Le fait de pouvoir dire au client, on réduit la friction à l'achat en lui disant, t'aimes le produit? Clique, tu l'as. Ça a apporté des milliards. Alors ça paraît basique une fois que c'est fait, mais ça fait partie de milliers de tests pourris. On est en 2011. Je suis à nouveau célibataire et je vais à la montagne. Et là, je me dis, j'adorerais rencontrer une femme vraiment qui me correspond. Donc je fais une liste, je décris cette femme qui me correspond, sans mettre des fantasmes, c'est-à-dire sans mettre une femme qui n'existe pas. Typiquement, une femme qui n'existe pas et un homme qui n'existe pas, bien sûr. C'est quelqu'un de toujours de bonne humeur, toujours sympa, toujours agréable, toujours dans le soutien, toujours d'accord avec moi. Ça n'existe pas, ça n'est pas un être humain. Donc je marque une personne qui peut exister. Et en fait, une fois que j'ai marqué ça, qui dans mes critères en tout cas à ce moment-là, c'est ouf. Je me dis, je rencontre cette femme-là, c'est ouf pour moi. Et je suis à la montagne, et je me souviens de cette scène, il y a une vue de ouf, c'est un truc de dingue, une vue vraiment dégagée, je suis en haut tout seul, et je vois à l'horizon. Là, j'ai une révélation. Je me dis, David, le David que t'es maintenant, je suis pas si sûr qu'il peut attirer cette femme. Et je me dis, qui t'as besoin de devenir pour que rencontrer cette femme, et je dirais même ce genre de femme, ça soit évident. Et ça change tout le mindset. Parce qu'on n'est pas dans un mindset de « Oh, j'ai pas des amis qui m'inspirent. » Je vois beaucoup de gens qui se plaignent de leur entourage ou de leur famille. « Ah, j'ai des gens négatifs, j'ai des gens qui se plaignent, j'ai des gens qui râlent, j'ai des gens pas ambitieux. » Ah, mais toi, tu donnes quoi? Et donc, par exemple, en ce moment, je veux faire passer Paradox à un autre niveau. Je veux qu'on augmente notre impact. Pour faire ça, ça demande des gens. Et ça demande surtout des gens qui partagent notre culture, qui sont inspirés par la psychologie, qui sont inspirés par le design, ou en tout cas le fait de faire les choses de manière belle, pédagogique, et qui sont inspirés par vraiment beaucoup travailler, et qui veulent le faire à grande échelle. Donc je veux des gens comme ça. Mais c'est facile de dire je veux des gens brillants, des gens qui vont être des génies. La question c'est qu'est-ce que je donne? Alors qu'est-ce que je donne, mais qu'est-ce que Paradox donne? Et cette question elle est importante. Qu'est-ce que la personne que je veux dans la boîte, elle a besoin? Par exemple, elle a besoin d'une vision qui soit suffisamment inspirante pour que quand elle se lève le matin, ça l'inspire. Donc ça c'est mon taf à moi en tant que CEO, de passer du temps à trouver des phrases comme Reinvent Breakthrough at Scale, qui va permettre de communiquer avec l'équipe ce qu'on essaie de faire. En fait, ma vision, c'est quoi? C'est que pour moi, les gens que je veux, c'est pas des gens, alors bien sûr, ça n'empêche pas de le faire, qui vont kiffer parce qu'il y a un baby-foot dans l'open space, et qui vont kiffer parce que
on impacte le monde, on transforme des vies, on a des défis qui sont ambitieux, on a des gens qui ont faim. Et le fait de travailler avec d'autres gens qui ont faim, c'est comme la NBA. C'est excitant de travailler avec des gens brillants qui ont faim et avec qui on change le monde. Mais donc ça, c'est à moi de leur donner ça. C'est à moi de me dire, ok, comment on améliore l'onboarding? Comment on améliore la formation? Parce que c'est facile de vouloir prendre, qu'est-ce que je donne? Donc, je veux rencontrer des gens. Richard Branson. Mon obsession, ça n'a pas été comment j'obtiens Richard Branson. Ça a été comment je donne à Richard Branson quelque chose qui a suffisamment de valeur pour que quand en fait il me donne du temps, en fait il se donne quelque chose. Et donc typiquement, je suis allé voir Richard Branson et je lui ai dit, quand je l'ai croisé, je lui ai dit voilà, j'ai envie de contribuer à ta legacy. C'est vraiment l'héritage philosophique, qu'est-ce qu'on se souvient de toi après. Je lui ai dit voilà, moi je sais que je peux faire une vidéo qui va marquer des générations après ta vie. Alors on a blagué, ce qui m'a dit que dans 100 ans il serait toujours là. Ce que je lui souhaite. Mais tu vois, je lui ai pas juste dit « Accorde-moi du temps, s'il te plaît. » Et là, je suis en train de quémander. J'aime pas être le mendiant. Je veux te donner, en fait. Et donc, il y a un échange équitable. Oui, j'avais pas plein de connaissances à lui apporter, mais j'avais quelque chose à leur donner. Et ça, c'est la clé. Tu vois, j'ai été invité quand j'avais 24 ans, 25, je sais plus, pour parler devant plein de dirigeants du S&P 500. Mon anglais, c'est une catastrophe. C'est horrible. Et je lui dis « Mais t'es conscient de mon anglais ?» Il dit « Oui, je suis conscient de ton anglais, pas de problème. » Je dis « Bon, ok. » Et donc j'y vais, je suis paniqué, vous imaginez pas, je suis allé au moins 35 fois aux toilettes, c'était horrible. Je regardais mon PowerPoint, je me disais mais il est horrible, je voyais des speakers passer sur scène, c'est des speakers américains, les speakers américains, t'as l'impression que même, tu vois, même ton livreur, l'équivalent de Uber Eats là-bas, le livreur Uber Eats, t'as l'impression que c'est un speaker. À côté en France, on est tellement pas à l'aise, tu vois, le mec il arrive, il dit what's up, il est à l'aise, il parle comme ça. Le speaker français, c'est un introverti timide, complexé aux États-Unis. Donc quand je les voyais sur scène, des speakers américains connus, parler devant des boîtes, je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Et j'avais vraiment envie de disparaître. Et après 25 fois aux toilettes, j'ai refait mon PowerPoint à 2-0 devant tout le monde et je me suis dit David, s'il y avait une chose que tu peux leur apporter, c'est quoi? Donc j'étais le seul de 24 ans dans la salle et je me suis dit bon 24 ans, français, 10 000 km, je suis stressé, ok, je vais faire un truc autour de ça, faire des trucs qui font peur. Faire des trucs qui sont stressantes, casser les règles. Et donc j'avais une GoPro, j'ai mis ma GoPro sur la tête, j'ai mis comme ça là sur la tête. Je leur ai dit voilà, je viens de faire 10 000 km, je suis super stressé, c'est horrible de faire ça en anglais, je sais pas si vous me comprenez. Mais voilà, mon message c'est de dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre boîte si vous faisiez un peu plus de ce que je viens de faire, prendre un risque, faire quelque chose de différent, challenger le statu quo. Et donc tu vois là dans cet état d'esprit là, j'ai essayé de leur donner avec ce que je pouvais. J'avais pas leur expérience, mais je leur ai donné quelque chose. Tout le monde n'a pas trouvé que c'était de la valeur, mais il y en a quand même qui ont pris quelque chose. Et de ça, ça crée des opportunités. Donc pour te créer un réseau, la clé c'est de vouloir donner quelque chose. Moi j'ai toujours été fasciné par les personnes qui en une question percutante changent des vies, là où d'autres, peu importe le nombre de questions qu'ils posent, n'ont aucun impact. De la même manière qu'il ne suffit pas de mettre des coups de hache n'importe comment pour couper du bois, je me suis rendu compte depuis 10 ans où je pratique ce métier du coaching et forme depuis plusieurs années des coachs à ce magnifique métier, qu'il y avait des questions qui, quand on les posait, avaient un genre d'effet magique sur les autres. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît et dès aujourd'hui, le tester sur tes amis, ta famille, tes proches, tes clients et être surpris de l'impact de ces questions. Donc c'est parti, télécharge le guide.